Salut Benoît. Ça va? Bah ouais, ouais. Bah, je regarde en live, comme ça j'aurai les comments s'il y en a. Boum. Ok. On va peut-être Tac, attendre un petit live. peu que ça se connecte. Ouais, on On va attend un rentrer petit les peu. gens. Je sais pas, Jeffrey, à la technique, est-ce que tu peux nous envoyer un spot de pub? Ou le petit film d'Ican, si, pour patienter peut-être? Ou une musique d'ambiance? Une petite musique d'ascenseur? Allez, les gens commencent à se connecter. Bonjour. Bonjour. Moi, je vois pas ça, donc peut-être qu'il faut que je clique là. Hop. Right, right, c'est ça. Ok. Bon, toi qui as plus l'habitude, Alexandre, tu me donnes le go. Ah bah ça monte, ça monte, ça monte là. N'hésitez pas à faire coucou. Salut Thomas. Hello Fleur amère, c'est bon. Ça arrive. Bon, parfait, parfait, parfait. Bon, j'espère que tout se passe bien chez vous. Moi, je suis à Paris, confiné à Paris. J'aurais bien voulu être confiné en Martinique, mais ça n'a pas été possible. Et Alexandre, toi, t'es à Cognac? Et oui, moi dans ma maison de campagne, enfin c'est ma résidence principale en fait, c'est celle de à côté de Cognac, au milieu des vignes, pas loin d'un alambic. Jamais loin d'un envie. Ah, un petit jingle. Ah, ça monte là. Ah, salut Cyril. Ah, Adrien. Ah bah voilà, il y a de l'équipe de Rome Porter aussi qui débarque. On est bien, on a des producteurs de Rome. Bah coucou à la Martinique aussi, hein, et puis à toutes les outre-mer, hein, on pense beaucoup à vous ici en métropole. On sait que la situation a été assez compliquée à gérer, mais heureusement moins touchée que chez nous. Mais voilà, on pense à vous. Ouais, bah, c'est Bon, bien, tu me c'est dis quand on démarre. allez, go, hein. Allez, go. Commencez à avoir du Bon, monde. bah, bonjour à tous. Merci de nous suivre. Ça, c'est vraiment sympa de votre part. On est ravis d'échanger avec ceux qui connaissent le produit ou qui veulent le découvrir. Euh, Posez vos questions tout du long de cet échange. C'est vraiment important, c'est d'avoir un petit peu d'interaction. Et l'ambition particulière aujourd'hui, c'est d'échanger sur un thème qui est l'influence du climat tropical dans le vieillissement du whisky. On verra que c'est quelque chose de très particulier, de très distinctif. Donc voilà, donc c'est vraiment ce qu'on va essayer de développer et grâce surtout à Alexandre Vintier qui est là et qui est un érudit et qui va pouvoir vous expliquer ça mieux que moi, probablement. Donc merci Alexandre Vintier d'être là, de nous faire part de ses lumières. Donc toi, Alexandre, tu connais pas mal d'alcools, en passant du mezcal aux alcools japonais, chinois, je dois en oublier. Euh, et puis surtout, tu as une grande connaissance des rhums et des whiskies. Enfin, c'est comme ça qu'on te Et connaît en France, cognac. en tout cas. Cognac aussi, quand même. Et cognac, pardon, bah, oui, Et forcément. Ouais. ça sera T'as pas un le sujet du alambic de jour. cognac à côté de Et ouais. toi. Euh, voilà, merci à Jeffrey en Martinique, qui est notre community manager et qui s'occupe de ce live. On ne le voit pas, mais il est très efficace et voilà, donc on le salue. On espère que tout se passera bien au niveau technique. Alors pour me présenter rapidement, donc moi je suis Benoît Albanel, je suis le fondateur d'ICANN. L'histoire d'ICANN, ça démarre en 2015. Alors quand je décide de donner vie à une idée qui trottait déjà un petit peu dans ma tête depuis quelques années, et puis voilà, ça s'est affiné.
Et en 2015, je décide de faire un voyage à la Martinique. C'était la première fois pour moi que j'allais en Martinique, à la quête d'une distillerie qui voudrait bien accueillir mon whisky pour le faire vieillir. C'est-à-dire qu'en fait, je cherchais un toit pour mon whisky et des fûts de rhum voilà, pour le faire vieillir. Donc la distillerie JM a été la première à me répondre favorablement, à m'ouvrir ses portes. Donc c'était très bonne nouvelle. Et donc très rapidement, ça s'est enchaîné. On a démarré le vieillissement en mai 2016. Et bon, on est sur du whisky, donc il faut un petit peu de temps même si ça va très vite sous les tropiques, il faut quand même du temps avant d'arriver à maturité. Donc les premiers lancements produits en 2018 avec la cuvée Blend Collection. Et Blend Collection, c'est un whisky qui a déjà vieilli 3 ans en Écosse. Et puis ensuite, il y a une deuxième maturation en Martinique d'1 an. Voilà, donc ça, c'était le premier produit. Il a reçu un très bon accueil. Je remercie tous ceux qui vous ont fait confiance au départ, parce que voilà, c'est toujours une découverte. Et on a eu bon retour, donc ça nous a motivés. En 2009, du coup, on a lancé une deuxième cuvée, un deuxième produit à cette gamme naissante, qui s'appelle Extra Collection. Et Extra Collection, c'était le même produit, mais avec 1 an de plus en Martinique. Donc voilà, là on travaillait sur vraiment la durée de vieillissement et juste avec 1 an de différence de vieillissement, on avait vraiment quelque chose de très différent en bouche, au nez. Donc voilà, c'était vraiment très intéressant ça à percevoir quand on goûtait les deux côte à côte. Et puis on a fait une édition limitée avec un artiste martiniquais que j'aime beaucoup, qui est quelqu'un de très talentueux et qui est voilà, artiste collection que montre Alexandre Vintier. Et là, c'était une super collaboration avec Ricardo Osier-Lafontaine, qui peut-être nous a... donc ça, c'est Extra Collection qu'on voit sur l'écran. Voilà, donc vieilli 3 ans en Écosse et 2 ans en Martinique. Et pour reparler donc de Ricardo Osier-Lafontaine, donc un super artiste, donc qui a dessiné un petit peu cette étiquette, l'étui, et qui nous regarde peut-être sûrement il m'a dit qu'il nous regarderait la Martinique. Donc salut à toi Ricardo. Voilà, avant de laisser la parole à Alexandre Vintier, j'en profite pour répondre déjà à 2 questions qu'on nous a posées et qu'on me pose très souvent. La première question, c'est pourquoi on fait vieillir un whisky à la Martinique. Et alors là, la réponse est très simple. La Martinique, c'est probablement un des meilleurs endroits au monde pour faire vieillir un whisky. Alors pourquoi, vous allez me dire, premièrement, l'île possède donc un climat chaud et humide, et à la fois des alizés qui vont balayer l'île, donc qui en fait voilà, toutes les conditions pour bien faire vieillir une eau de vie, et notamment un whisky. Voilà. Et puis, deuxièmement, effectivement, la Martinique, c'est la culture du rhum, avec beaucoup de distilleries, une histoire, la technicité aussi dans les chais. Donc, ils savent faire de l'excellent rhum. Et donc, derrière, il y a aussi beaucoup de choses qui se passent dans les chais, notamment des excellents fûts. Ça nous permet d'avoir à disposition des fûts de grande qualité qui ont contenu des grands rhums et dont on peut se servir sans qu'ils aient séché, donc vraiment humide. Et on reviendra sur ce point plus tard, pourquoi c'est intéressant d'utiliser des fûts de rhum voilà, qui viennent d'être vidés, voilà, qui sont encore humides. Voilà. Et puis la deuxième question, et puis après je laisse la parole à Alexandre, et puis à vos questions surtout. On voit Ricardo là en train de signer un fût qu'il avait peint. Super souvenir d'une soirée à ICANN en Martinique, et le travail génial de Ricardo qui avait fait dessiner des bouteilles, etc. Donc que veut dire ICANN? Ça c'est une question qu'on me pose. ICANN, donc ça signifie mariage en arawak. Et les Arawaks, c'était les premiers habitants de l'île de la Martinique. C'était des Indiens qui venaient du Venezuela, d'Amérique du Sud, et qui sont venus jusqu'en pirogue coloniser les îles Caraïbes et notamment la Martinique. Voilà, donc c'était un peuple d'aventuriers
un grand peuple d'aventuriers. Et donc voilà, mariage, parce qu'il y a un mariage entre le rhum et le whisky, il y a un mariage entre le climat tropical et continental, entre l'Europe et l'Amérique. Voilà. Et on retrouve ça sur l'étiquette, dans le logo. Si vous regardez, vous aurez des détails comme ça. Vous voyez cette hybridité entre la couronne indienne. Alors là, ça, c'est le verso de la bouteille que vous verrez si vous buvez toute la bouteille en verso. Donc ça, on voit bien le mariage, la consommation du mariage en l'occurrence. Et sinon, voilà, dans le logo et dans l'étiquette, on voit toutes ces références à. Ouais. Est-ce que tu as une bonne vue, Alexandre? Et voilà. Donc Heureusement que j'ai l'objectif pas de ça. l'extra. Oui, alors on ne montre pas l'extra parce qu'elle est encore un petit peu plus. Alors l'objectif d'ICANN, c'est de développer donc voilà, cette expertise de vieillissement tropical. Donc il y a des expérimentations. L'idée, c'est de progresser hein, comme tout le monde. Donc on a sorti une première cuvée qui a reçu un bon accueil. Donc là-dessus, on était d'autant plus motivés et on essaie de monter un petit peu en compétences et puis d'essayer des choses avec des choses qu'on va peut-être arrêter, des choses qu'on dit ah ça c'est top, on continue, etc. Voilà, bon, allez, j'ai trop parlé. Je laisse la parole à Alexandre Vintier qui va terminer de raconter tout ça, et puis avec son propre regard, ce qui va être intéressant. À toi, Alexandre. Ouais, merci Benoît pour l'intro et puis pour ce live parce que c'est vrai que là pour moi c'est assez rare de pouvoir communiquer sur deux sujets qui me passionnent et auxquels je dédie une très très grande partie de ma vie, hein, parce que ma vie pro et perso est très très intriquée. Et c'est vrai que j'ai commencé dans le whisky, ouais, ça fait une quinzaine d'années maintenant. Et c'est vrai que dans le whisky, notamment, ça a été voilà tous ces grands whiskies écossais de l'époque, mais aussi des whiskies d'ailleurs, en particulier les whiskies japonais. Et là, on a découvert des choses absolument passionnantes. Après, il y a eu l'Inde, où là, on a eu des vrais single malt tropicalisés. Et puis ensuite, il y a eu Kavalan aussi, qui avait fait sensation. J'ai contacté en 2010 avec des whiskies qui avaient à peine 3 ans et qui arrivaient à faire des choses exceptionnelles en milieu tropical. Une inspiration écossaise, ainsi de suite. Puis après, voilà, en même temps, je m'intéressais au rhum, et puis quelques années après, Rhum Porter a été créé. Mais c'est vrai que là, tropicaliser du whisky, c'est quelque chose qui est une thématique absolument fabuleuse, parce que oui, il y a une extraction, il y a une part des anges. Donc là, on l'a vu, si on prend des whiskies comme Amrut, Paul John, qui sont d'excellents single malt indien, ou comme je parlais de Kavalan, hein, il y a aussi Yushan à Taïwan, en milieu tropical. Mais là, ce qui est vraiment marrant avec ICANN, c'est quand j'ai vu le projet, les premiers produits hein, en 2018, là, quand ils sont sortis, le blend collection numéro 1, le batch 1, c'est vrai que là, en fait, l'idée de se dire, on va aller prendre du whisky écossais, on va aller le tropicaliser, on va aussi se servir donc, du savoir-faire martiniquais parce qu'il faut quand même un travail dans les chais. Hein. C'est pas juste de l'entreposage, ça demande une technicité, une connaissance, une dégustation. Et là, c'est un vrai échange avec le producteur. Et le fait de pouvoir tirer de ces super barriques de rhum vieux, parce que souvent les whiskies qu'on avait en fût de rhum, c'était extrêmement rare. Ça pouvait marcher un peu historiquement avec quelques cas de vieux Guyana, en fait, de vieux rhum de Demerara, des barriques qui avaient servi pour affiner notamment des whiskies, des whisky des choses comme ça qui étaient très sympas. On a eu aussi Balvenie, Glenfiddich qui ont fait des rhums casques sympathiques sur des rhums caribéens ou même des rhums plus légers cubains. Mais là, la grande différence, c'est que le fût, il est frais. Donc, c'est-à-dire qu'il n'est pas, on n'a pas une barrique qui est sortie du chai, qu'on va vendre à un Écossais, qui va être stocké pendant X semaines avant de pouvoir partir sur un bateau pour ensuite arriver dans la distillerie en Écosse, où là, il va se passer peut-être 2 mois, en fait, hein, pour que les barriques arrivent. Donc, elles vont avoir séché. Et faire sécher des barriques, c'est vraiment pas très recommandé. Donc, oui, on avait une impression lointaine de rhum. Effectivement, mais là, c'est vrai qu'on peut avoir un impact important. Et en plus, c'est là où c'est le piège, c'est que si on prend dans les chais, là j'ai eu l'occasion d'y aller au mois de juillet, juste avant les Martinique Rhum Awards, j'en ai profité pour faire un détour. Donc il y a un petit peu moins d'1 an pour aller dans les nouveaux chais, c'était pas JM, là
c'est la salle La salle, ouais. à C'est Sainte-Marie, à la côté salle, très bel le nouveau endroit site de pour montrer Saint-James. ses fruits. Ouais. Et là, en fait, c'est vrai que on arrive et on goûte plein de barriques. Hein. On en a goûté quelques dizaines. C'est très très chaud. Et c'est vrai qu'il y a le fait d'utiliser des barriques de grande qualité et de tropicaliser fait qu'on a une extraction qui fait que des fois, même sans le passage en fût de rhum, on a l'impression du goût du rhum vieux. Et donc en fait, le fait en plus de rajouter ces fûts de vieux rhum agricole par-dessus va rapporter ces notes végétales, cette gourmandise en plus. Et voilà, en fait, c'est comme recréer un univers et de jouer avec tous ces super whisky écossais. Voilà, on est en train de la boucle se boucle en fait. Si on regarde depuis la boucle est bouclée sur une quinzaine d'années d'évolution du whisky, la recherche sur le whisky écossais, sur le bourbon, le japonais, le taïwanais, l'indien. Là, en fait, on a un peu une synthèse de tout ça, et c'est vrai que il y a une diversité de barriques dans les chais qui est absolument géniale. Et donc pour le moment, ça a donné les blends. L'extra, c'est vrai que voilà, pour les amateurs de whisky, c'est le blend numéro un qui était une super synthèse, quelque chose de très gourmand. Le numéro 2 lui, avait une impression un petit peu plus tourbée. L'extra, bah, c'est vraiment la gourmandise, et les gens qui aiment le rhum vieux bah, peuvent être assez bluffés. Alors, c'est des embouteillages à 43 degrés. La série artiste, elle était à 45. Elle a vraiment un profil c'est unique, elle était disponible que en Martinique, et il me semble que c'était un peu moins de 1000 bouteilles. Tu me corriges, Benoît? Pardon, je regardais un message en même temps. Désolé, hein. Ouais, Non, non, je disais, non, non. artiste, il y a eu moins de 1000 bouteilles, c'était que en Martinique, je crois. Oui, c'était que en Martinique. Il y avait 900 bouteilles. Ouais, ouais, donc c'était une exclusivité Martinique. Pour l'instant, j'ai pas ramené de bouteilles en métropole. Ouais, c'est Voilà, et on un reprend. assemblage de quelques fûts, c'est plus poivré, plus tannique aussi, Voilà, ce que je dis, c'est de faire c'est quelque un chose profil. d'assez, d'un peu puissant, avec des fûts les plus anciens, et puis voilà, avec un profil un peu différent. Euh, Est-ce que tu as, merci Alexandre pour ta présentation. C'est vrai que c'est un super souvenir quand tu as pu venir en juillet. C'était pas facile de goûter autant de fûts. Voilà, même en recrachant, j'avoue que la fin de journée était quand même compliquée, hein, parce que dans un chat, il fait plus de 30 degrés aussi. On va pas nous plaindre, mais, mais c'est vrai que pour bien faire les choses, il fallait bien goûter. Et donc, il a fallu en ouvrir beaucoup de fûts. Donc c'est Et bien, puis ça a moi, tu me permis de mets faire dans un. un chai, si tu me dis que je peux tout goûter dans le chai, je goûte tout. Hein, donc, Ah, c'est bien parce que du coup on a fait l'inventaire dans ce lieu qui est vraiment très très beau donc donc maintenant le vieillissement n'est plus chez JM depuis janvier 2018 mais une autre distillerie a proposé un endroit fantastique pour faire vieillir donc ça s'appelle La Salle. C'est une vieille habitation. Peut-être que Jeffrey a une photo ou deux, une petite vidéo à présenter. Et, et donc là, voilà, c'est à Sainte-Marie, donc côte atlantique, au nord-est de la Martinique. ouais, c'est un climat qui est à la fois chaud et humide, quoi. C'est vrai que si on regarde au sein de la Martinique, on a quand même deux ou trois grands ensembles entre le nord, le centre et le sud. Le sud est plus sec, on le voit même en ce moment. Hein, il y a moins d'eau, donc c'est vrai il y a une stratification comme ça. Donc c'est vrai que passer de JM de Macouba à Sainte-Marie, ça permet de rester dans un environnement, on va dire relativement semblable en termes de conditions de vieillissement, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des écarts d'un chez à l'autre. Et c'est vrai que le nouveau site qui a été mis en place, il y a vraiment cette partie historique exceptionnelle, d'ailleurs avec deux embouteillages exclusifs de Saint-James que je n'ai toujours pas reçu, si quelqu'un m'écoute. Et, et à côté, ouais, d'autres chais qui ont été construits qui sont absolument tip top, quoi. C'est vrai que travailler sur aussi des chais modernes, c'est plus facile parce que
la grande spécificité aussi du chef d'Aikan, c'est qu'en fait, on a accès à chacune des barriques. C'est vraiment du travail individuel. On travaille pas sur des lots. C'est pas des lots de 10 barriques, 10 barriques, 10 barriques, ainsi de suite, ou sur palette. C'est vraiment chaque fût est accessible. Donc là, c'était génial de pouvoir passer une journée, de prélever des échantillons. J'en ai ramené J'en ai ramené quelques dizaines d'échantillons justement pour les regoûter au calme ici en milieu non tropical, parce que c'est vrai qu'il faut toujours revenir dans des conditions de dégustation, on va dire standard. Moi, mon standard c'est ici, même si je suis habitué au milieu tropical, mais il faut toujours avoir un lieu de référence au moins. Et puis après, voilà, de dire, bah tiens, j'aimerais bien avoir un échantillon 6 mois après de telle barrique, suivre l'influence de tel type de bois ou les différents types de whisky qui sont en vieillissement, parce que c'est vrai que pour le moment, on connaît les, on connaît les blends, donc qui ont fait 1 an au moins sur place, la série Artis pour ceux qui ont eu la chance de la goûter, et l'extra, donc avec certaines eaux de vie qu'on a déjà fait plus de 3 ans maintenant sur place. Et puis après voilà, il y a d'autres choses. Alors je sais pas si Benoît veut parler, c'est lui le fondateur, c'est lui le propriétaire de la marque, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses à goûter dans le chai, et c'est vrai que voilà, un point qui est très important aussi sur lequel je voulais revenir, c'est sur le vieillissement. C'est vrai que démarrer 3 ans en Écosse, c'est vraiment quelque chose d'important parce qu'en fait, les 3 premières années en Écosse vont donner 50% de l'extraction du bois d'un whisky en Écosse. Avec leur système de part des anges, le degré de remplissage des barriques, ainsi de suite. La moitié du chemin a été fait à ce moment-là. Et donc c'est pour ça que c'est pas du whisky qui a été distillé juste en Écosse et qui est ensuite tropicalisé qu'on va mettre 3 ans, parce que c'est le minimum légal pour être commercialisé en tant que whisky en Écosse. Alors il perd l'appellation Scotch à partir du moment où il n'est pas entièrement vieilli sur place. On le connaît, on l'a déjà vu avec d'autres whiskies de couvreurs ou d'autres qui ont voyagé. Euh, et, euh, et là, après, donc, le vieillissement d'1 an, avec une part des anges d'à peu près 10%, et un choix de barriques avec des barriques neuves, d'occasion, françaises, américaines, ainsi de suite. Voilà, on a au moins une autre moitié du boisé qui va arriver, et en fait, même plus que ça. C'est-à-dire que quand on goûte, même si c'est des produits qui ont 4, 5, 6 ans, en fait, c'est vrai que quand on regarde l'intensité, la richesse au niveau de l'élevage, on peut facilement mettre des whiskies de 12 ou 15 ans en face, parce que justement, il y a de la barrique neuve, il y a de la barrique française, donc qui est beaucoup plus riche que la barrique américaine, qui est utilisée à plus de 95% en Écosse. Donc on arrive à des trajectoires extrêmement intéressantes. Et l'autre point aussi, et là, je reviens sur il y a un petit parallèle avec les whiskies japonais, parce que les Japonais, eux, utilisent aussi le fût neuf, mais le fût neuf américain. Donc, ils ont le fût d'occasion qui était utilisé pour le Bourbon, et du fût neuf américain que les Écossais apprennent à manier depuis quelques années, qu'on appelle Virgin Oak. Mais les Japonais, eux, justement, ils suivent beaucoup les vieillissements en barrique. Et Masataka Taketsuo, en fait, il avait étudié la fabrication du whisky en Écosse d'un point de vue chimique, donc vraiment la fermentation, les levures et la distillation, mais après sur le vieillissement, et c'est vrai qu'à l'époque en Écosse c'était un peu plus complexe, mais aussi quand on va dans son musée, on voit bien qu'il avait bien étudié ce qui se passait à Cognac, la notion d'assemblage, toutes ces choses-là. Et aussi, donc, au Japon, plus récemment, ce qu'on avait pu goûter, c'était, moi j'avais accompagné donc la recréation de la distillerie Chichibu, et on avait lancé des versions de whisky japonais. Alors c'était pas du whisky, parce que ça n'avait pas 3 ans, c'était des 6 mois et des 12 mois qui étaient absolument exceptionnels. C'est-à-dire que si c'est très bien distillé et qu'on le met dans des barriques, on va dire, extrêmement soignées et artisanales, ainsi de suite, contrairement au très gros volume en général en Écosse où 99% voire plus des barriques sont extrêmement industrielles, ce qui n'est pas un reproche, c'est des choses beaucoup plus standards. Et là, en fait, c'est vrai qu'on avait des Chichibu qui avaient 6 mois, 12 mois, ainsi de suite, qui étaient des whiskies exceptionnels. Et en fait, un whisky, même s'il a un minimum d'âge requis pour porter ce nom-là, en fait, une eau de vie de céréales qui doit devenir un whisky, en fait, qui est plus jeune, immature. En fait, non, c'est faux. Gustativement, il y a des maturités qui sont précoces. Le schéma écossais, lui, vise souvent une maturité
On va dire que pour les blends, c'est autour de 6 ans avec des assemblages avec une petite amplitude. Pour les single malt, c'est à partir de 8-10 ans en général où on a ça. Là, l'avantage, c'est que on va arriver à une concentration et une extraction avec cette part des gens, cette tropicalisation, qui permet de goûter en fait autre chose. C'est-à-dire que voilà, en 4 ans, on goûte quasiment pas de whisky de 4 ans d'âge écossais, ou alors c'est vraiment des entrées de gamme sans intérêt. Alors que là, en fait, on a quelque chose qui est vraiment très riche, plaisant, un vrai produit de dégustation. J'ai été un peu long. Non, écoute, ça va. C'était Moi, le ça va, je me monologue suis pas numéro endormi. 1. Il y a des questions apparemment. Ouais, j'en ai vu. Euh, ouais. Alors moi, je les vois Quelqu'un pas. demande Donc, s'il y a des mignonnettes. Alors les mignonnettes, c'est ce genre de choses-là, c'est juste des échantillons pour les professionnels pour le moment. ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il demande? Bah, c'est Ah, vrai quoi. Adrien, salut Adrien. Adrien qui est le community manager de Rome Porter, un grand passionné de Rome. Il aime bien les spiritueux en général. Le vin aussi, je sais. Alors qu'est-ce que tu as dit Est-ce qu'une nouvelle référence avec un degré légèrement plus élevé est en préparation? Ah, c'est vrai qu'on est à 43, 43, 43. Il y avait juste la série spéciale artiste qui était à 45 degrés jusqu'à présent. Ouais, normalement, il y a des. Alors, comme disait Alexandre, il l'a pas tout à fait dit parce que voilà, il a vu un peu tous les secrets dans les chais. Je savais pas s'il a le droit de le dire, mais oui, en fait, il y a différents types de whisky en vieillissement aujourd'hui. Donc, il y a un single malt qui était prévu là en sortie pour juin, mais évidemment, ça va être un peu reporté. Ça va être pour la fin d'année. Mais il y aura un single malt qui va sortir, et celui-là, donc on a décidé de le réduire, c'est-à-dire pour ceux qui ne connaissent pas ce terme de réduction, c'est l'ajout d'eau, c'est-à-dire entre le moment où il a un degré d'alcool dans les fûts, et on ajoute de l'eau jusqu'au degré d'embouteillage, c'est-à-dire le degré où vous buvez le whisky. Et on va le sortir probablement aux alentours de 46. Je ne sais Ouais, pas si c'est 46 suffisant pour qui lui, est un mais degré, on va dire, traditionnel pour les whiskies non filtrés à froid de dégustation. On le connaît avec le Ardbeg 10 et toutes ces versions-là. En général, c'est 46 degrés. C'est pour des raisons gustatives aussi. C'est vrai que quand on est au-dessus de 45, c'est assez intéressant parce qu'on a on a moins de phénol aussi peut-être, et le fait de rajouter de l'eau sur une version à 46 peut faire ressortir, faire évoluer le nez. Il y a une limite physico-chimique autour de 45, ce qui permet en le diluant, d'avoir vraiment deux visages d'un même whisky. Alors c'est bon, tu l'as dit, il y a un whisky de Malte et, et que j'ai eu la chance de goûter aussi. C'est vrai que ouais. Alors c'est un malt, lui, c'est un peu différent, hein, ce malt-là, parce que il a fait la moitié du vieillissement ici en Europe et un peu plus de l'autre moitié, enfin une autre grosse moitié, on va dire, en tropicalisation. Et, euh, et c'est vrai que là, ouais, on a, on a un single malt qui a une grande gourmandise, une grande complexité. Encore une fois, il y a plein de types de barriques différents qui ont été utilisés. Et ça, c'est un avantage. Tu parlais aussi de la réduction, la dilution. Donc, c'est vrai que dans les chais, en général, en Écosse, on met en fût entre 63 degrés 5, quelquefois, parfois autour, pas loin de 70 degrés. Là, on est autour de 65 degrés en milieu tropical, 65. Et c'est vrai que ouais, après, il faut remettre au niveau de consommation, de commercialisation. Telle et telle barrique faisait le lot du produit qu'on a déterminé. On dump, comme on dit, on vide toutes les barriques. Et puis là, on va rajouter de l'eau, on va filtrer et on va mettre en bouteille. Alors que là, la différence aussi chez Aikan, c'est que comme à Cognac aussi, hein, ça c'est, on refait le parallèle, mais peut-être aussi avec les Japonais, parce que les Japonais font cette dilution en plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'on passe pas de 65 à 40, on va faire des réductions par étapes, justement pour
préserver au mieux le profil du whisky, parce que c'est vrai que c'est une réduction rapide, c'est vraiment très brusque pour tous les spiritueux, surtout quand les spiritueux sont relativement riches. Là, c'est vrai qu'il y a des bois, il y a des bois neufs, il pourrait y avoir des tanins, faire une réduction rapide là-dessus, ça casserait, ça donnerait un côté boisé, piquant, ainsi de suite. Donc voilà, il y a une exigence à travailler en milieu tropical, il y a une prise de risque, surtout avec des barriques neuves, et donc derrière, ça demande des process encore plus lents et méticuleux, et ça, c'est tout à l'honneur d'Ican justement de le faire et de le faire très bien. Merci. T'es content, Adrien? Il y a Oui, tu veux une des... version à plus fort degré. Moi aussi. J'aimerais bien une version. Je pense qu'Adrien, il parle surtout de l'extra. Moi, j'embête Benoît. C'est vrai qu'une petite version avec un petit degré là. Bah, il y aura peut-être un brut de fût. Je pense qu'il faut sentir. C'est vrai qu'on goûte. Alors l'avantage, c'est que on goûte on a goûté d'ailleurs sur fût hein, avec Alexandre en juillet dernier, et ça, il y avait vraiment des produits qu'on goûtait à 60, soit à 60, 62, 63, comme ça, et qui brûlaient pas, hein, qui étaient vraiment vraiment agréables, qui avaient déjà une belle rondeur. Et donc, je pense qu'en commercialiser en brut de fût, ça pourrait être super. Après, il y a pas mal de choses. Ça reste une petite entreprise aujourd'hui, et donc voilà, les projets, on essaie de les faire, de les mener au bout, de les mener aussi bien qu'on peut, et donc de pas trop les multiplier. Il y a déjà beaucoup de choses en vieillissement, beaucoup de flux différents, et donc, mais ça arrivera, c'est sûr. Ouais, c'est vrai que quand on parle de fûts différents, voilà, ça c'est deux échantillons. Alors c'est les gros, hein. C'est vrai que normalement les échantillons que j'ai pris c'était plutôt des 20 centilitres justement pour le suivre. Ça c'est vrai que c'était tellement bon, c'est deux super barriques. C'est vrai qu'on voit bien la différence. Là c'est plus chêne américain là, vous le voyez, hop c'est plus doré. Et voilà là c'est le chêne français. Voilà, ça c'est en couleur naturelle et brut de fût. Et c'est absolument top, mais c'est vrai que ça sera peut-être des séries, là, ça sera encore des séries encore plus limitées, expérimentales et à mon avis difficiles à reproduire, mais c'est vrai que c'est top. J'ai vu une autre, les gens sont contents pour l'idée du bout de fût. Ouais, c'est super bon. Et en plus, ça serait assez marrant d'arriver avec une série où on aurait peut-être du chêne américain versus du chêne français pour que les gens ils puissent goûter la différence. C'est vrai que Mhm. là, c'est assez costaud. Alors, il y a une question sur la taille des barriques. Alors, c'est une très bonne question parce que la taille des barriques, c'est ce qui va donner le ratio entre la surface de bois qu'on va mettre en contact donc avec le whisky. Donc, on a un ratio bois-whisky qui va dépendre de la taille et de la forme de la barrique. Donc, traditionnellement, les fûts de Bourbon font autour de 190 litres, hein, où il y a l'American Standard Barrel qui fait 200 litres. Donc ça, c'est du chêne américain qui a été carbonisé. Ensuite, les barriques françaises, souvent en fait, sont des barriques type cognac. Donc ici, en Charente, à Cognac, les barriques vont faire 350, 400, 450 litres. Ça, c'est les standards. Et ça peut être des fois un petit peu plus petit, 280. C'est très rare. Hein. Vraiment, en dessous, c'est pas des tailles de barriques usuelles. Au-dessus, ça peut exister. On a aussi des tierçons qui vont faire plus de 600, 700 litres. Voilà, on a des tailles différentes, mais il y a aussi donc la possibilité, en croisant des savoir-faire de tonneliers, et ça on l'a vu aussi déjà dans le rhum, effectivement, de retravailler de la barrique américaine, mais de la faire toaster et pas carboniser, comme c'est le cas dans le Bourbon. Et donc ensuite du Bourbon, ça passe en Écosse ou en Irlande. Là aussi, il peut y avoir des jeux là-dessus. Il peut y avoir des tailles aussi qui peuvent être faites. Donc on peut faire un format type cognac, mais avec des douelles. Les douelles, c'est les éléments qui vont composer donc la barrique en fût de chêne américain. Sinon, il y a d'autres aspects aussi quand on va parler de chêne français. Bon, là, j'insiste dessus parce que c'est très rare le chêne français, notamment en Écosse. Moi, je me souviens du Glenlivet 15 ans French Oak. C'est un des premiers qu'on connaissait, qu'on trouvait qui était pas très cher et qui était assez marqué. Et c'est vrai que le chêne français aussi, nous, c'est des fûts 100% artisanaux qu'on fait. Moi, je travaille avec pas mal de tonnelleries. Et on fait de la recherche, on fait des choses comme ça, on trouve des choses assez passionnantes. Mais nous, on a aussi une notion de grain.
Donc le grain dans le bois, c'est la vitesse de croissance qui va donner ça. Et donc plus un chêne va grandir lentement, plus le grain va être serré. Et plus il va croître rapidement, et plus les grains, hein, vous voyez, tous les ans, en fait, il va gagner 2 millimètres ou il va en gagner 4. Donc voilà, ça va distendre. Et donc en fait, l'épaisseur du grain va donner en fait des résultats totalement différents, puisque ça va faire plus ou moins d'extraction, plus ou moins d'extraction avec l'air, l'extérieur, et plus ou moins de porosité justement pour que le whisky aille grignoter dans la barrique. Donc ça, voilà, il y a tellement de paramètres avec lesquels jouer. Donc évidemment, la taille de la barrique, le lieu de vieillissement tropical ou continental européen, et ensuite donc taille de barrique, essence du chêne, le chêne s'il est toasté ou carbonisé, et ensuite donc le grain. Et ça, c'est juste la base, parce qu'en fait, après, il peut y avoir les précédents contenants eux-mêmes, donc de chaque barrique, parce qu'une barrique peut être neuve ou d'occasion. Et donc, si on a une barrique d'occasion, elle peut avoir contenu du whisky, du bourbon, du rhum, du cognac. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre bon, c'est vrai que dans d'autres types de whisky en Écosse, on connaît les fûts de sherry, de Rérès, Oloroso, Pedro Jiménez, on peut avoir plein de barriques comme ça dans le whisky. Là, c'est pas le cas, hein, il y a 0 barrique Wiener dans les Shed Il n'y en a ICAP. pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ouais. Ah, une question qui est marrante. Lequel est le plus intéressant pour des cocktails à la maison? Ah bah alors, je dirais ça dépend du type de cocktail. Si on fait un cocktail, un short, type un old fashion ou quelque chose comme ça, j'utiliserais plutôt l'extra. Justement, il a ce niveau de boisé, ou alors l'extra pour faire un long drink assez simple avec un peu de ginger ale chez Fever Tree, quelque chose comme ça. Moi, c'est un de mes péchés mignons. Ça marche très bien. Ou c'est vrai que le premier, lui, ça va plutôt être, si on est dans le côté classique whisky écossais, il y a le Rob Roy, qui est un style de Manhattan. Vous me corrigez, les bartenders, si je dis des bêtises. Il faudrait que Sam soit là pour nous faire un masterclass sur les cocktails à la L4. Mais il y a aussi la possibilité de faire voilà un clin d'œil sympa aussi au Tiponche, mais peut-être en rajoutant en prenant le blend, en mettant juste peut-être donc un petit peu de citron et de sucre, ou alors juste un trait de limonade, parce que c'est vrai que le côté fizz pétillant ou eau pétillante, ça permet aussi de faire un côté exhausteur et en même temps rafraîchissant qui est assez sympa. Ah, toi, tu préfères le blend pour les landings. Tiens, on a Sam qui est là. Bah voilà, on a l'expert. Voilà, le blend pour les en semi-short. Mais après, c'est vrai que c'est aussi une créativité, quoi. C'est des recettes à inventer, parce que là, on est sur on peut twister des classiques. On pourrait faire un boulevardier. Le boulevardier, c'est un Negroni avec lequel on met le whisky, normalement le bourbon, à la place du gin. Un gin vermouth bitter en Paris. Mais c'est vrai que ça marche aussi avec des rhums. C'est vrai que moi j'aime bien les Negroni au rhum. J'ai jamais essayé trop avec les vieux agricoles. Je les fais avec des Diplomatico, des choses comme ça. Les Appleton, ça marche super bien. Mais là, c'est aussi sympa à faire avec des whisky comme ça. Ouais. Il y a eu des essais qui ont été faits pour rien sur le climat tropical, là, tu sais, sur du rhum. Je ne sais pas si on en refait encore, mais on emmenait des rhums des Antilles, on les faisait vieillir en métropole pour éviter un petit peu de perdre des anges, mais on voyait qu'il y avait beaucoup moins ce côté vieilli. Et je ne sais pas s'il y a eu des nouveaux essais qui ont été faits récemment, mais je crois qu'aujourd'hui, on voit bien qu'un rhum, il y a une vraie différence, et ça, moi je fais du whisky, mais il faut défendre aussi un petit peu les rhummiers, et notamment les rhummiers de Martinique, parce que eux respectent vraiment les âges, ils ne marquent pas n'importe quoi sur la bouteille, et c'est vrai que quand il y a écrit
XO sur une bouteille de rhum qui a été vieilli en climat tropical, c'est l'équivalent, je sais pas si je dis une bêtise Alexandre, mais d'un 15 ans, 20 ans en cognac, peut-être quelque chose comme ça. Ouais, alors c'est le principe de base en fait de, comment dire, du vieillissement tropical versus ici donc en milieu tempéré. Effectivement, la température, l'humidité n'est pas la même, donc les conditions dans le chai sont pas les mêmes, donc l'extraction qui va se faire dans le fût est pas la même. L'évaporation, évidemment, ce qu'on appelle la part des anges, c'est la perte, donc la perte en eau et en alcool. Euh, qui est de l'ordre de 8-10% en Martinique, alors que c'est vrai qu'en Écosse, en France, on est autour de 2% par an. Même si il faudrait quand même dire, bon, à Cognac, on travaille sur des chais secs et des chais humides, donc on peut avoir des écarts. Hein. Ici, on peut atteindre 4 ou 5% sur des chais ultra secs, sans milieu tropical. Mais c'est vrai que quand on dit souvent on multiplie par 3, alors ça c'est assez juste parce que à la dégustation, c'est une maturité apparente. C'est vrai que si on prend un VSOP, un 4 ans d'âge, qui a été vieilli avec des bonnes barriques, ainsi de suite, il n'y a pas de doute qu'il faudrait un produit de 10-12 ans équivalent chez nous pour arriver à ça. Parce qu'il y a une extraction, il y a eu beaucoup de réactions. Hein. Ce qui se passe dans le vieillissement, c'est on a donc le whisky qui lui, ou le rhum, hein, c'est le même principe, donc a de l'alcool, de l'eau et des éléments aromatiques, et ces éléments en fait vont se recombiner entre eux avec le temps. Ensuite, quand on met en barrique, bah, en fait l'alcool lui va aller extraire, parce que c'est un solvant l'éthanol, donc il va aller extraire des éléments aromatiques de la barrique. Donc là, il va y avoir une autre possibilité, c'est-à-dire non seulement la recombinaison des éléments du whisky entre eux, mais justement des éléments du bois avec ceux du whisky. Et en plus, vu que là on est dans un milieu liquide, on peut avoir une recombinaison des éléments du bois avec d'autres éléments du bois. Chose qui n'arrive pas naturellement au sein d'une barrique. Et ensuite, ces éléments-là se remettent les uns les autres. Donc on a une suite de réactions chimiques qui est quasiment pas infinie, mais dont on ne connaît d'ailleurs pas tous les éléments. Je ne sais même pas si on arrive à identifier tous les types de molécules. Et ensuite, bah, des fois, on découvre des molécules et puis on en découvre en fait les étapes intermédiaires. En fait, donc on refait des tests, soit dans des conditions réelles de vieillissement, soit en laboratoire. Et donc voilà, là, ces réactions-là, avec, bah, c'est comme si vous chauffiez, c'est comme si on avait une marmite, bah, ça va plus vite, ça recombine plus, et donc avec 28 degrés à peu près dans les chais en Martinique, plus Ouais, l'humidité, bien en et bah, moyenne, ça commence à. ça va super vite. Par contre, il y a cette logique-là est vraie pendant quelques années. Si on a des bois riches, des bois un peu plus neufs, un peu plus frais, ainsi de suite, que des barriques d'occasion, bah là en fait on peut arriver à une limite, à un mur en fait, parce que si on extrait beaucoup d'éléments, certains éléments sont extraits 2 fois et demi ou 1 fois et demi plus vite, donc c'est pas tout à fait la même chose. Hein. C'est pas le même type de vieillissement que ce qu'on ferait en Écosse ou en France, qui va 2 à 3 fois plus vite ou 1 fois et demi, 2 fois et demi plus vite selon les types de molécules. Non, c'est pas les mêmes éléments. Donc il y a un goût tropical, c'est pas qu'une accélération. Il y a vraiment un type d'extraction qui est donné par le lieu, le type de chai. Mais en même temps, ce qui est important donc, dans la tropicalisation, c'est qu'à un moment, si on extrait trop de choses trop vite, en fait, on aurait le risque d'avoir aussi quelque chose de trop simple. Parce que vu que c'est certaines molécules qui vont plus vite et certaines ne vont pas plus vite, ou en tout cas en proportion vont être minorées, le profil va être peut-être plus simple. Et surtout, il faut de l'air. L'oxygène permet ensuite d'aller créer des nouvelles réactions. Hein. L'alcool avec l'oxygène, ainsi de suite, c'est souvent l'oxygène qui va faire la création de nouveaux arômes, de nouvelles recombinaisons aromatiques. Donc le fait qu'on puisse arriver de quelques dizaines d'arômes dans la barrique ou dans le whisky, et à la fin on peut en avoir plusieurs centaines dans le produit final. Là, le problème, c'est que si on n'arrive pas à donner de l'oxygène, le whisky dans la barrique, lui, il descend en niveau, il se concentre énormément.
Donc l'eau s'évapore, l'alcool s'évapore, mais par contre on a énormément de bois et énormément d'éléments aromatiques. Et puis s'il n'y a pas assez d'oxygène, si on ne va pas aérer, brasser l'eau de vie régulièrement, une fois par an, voire plusieurs fois même dans l'année, bien contrôler les barriques, et bien en fait on a un mur par défaut d'oxygénation. Donc c'est pour ça que il faut s'appuyer sur des savoir-faire de romiers vraiment habitués à ces conditions-là. Donc ça c'est assez compliqué si on travaille sur des chais avec les fameuses palettes. Parce que là, il y a 6 ou 7 niveaux de palettes. Alors là, on fait ça une fois tous les 2 ou 3 ans. Là, on peut le faire vraiment presque au cas par cas et ça, c'est assez remarquable. On l'a vu ça dans des chais aussi chez la Monie Trois-Rivières où il y a un chai de vieux rhum, là, tous les super vieux millésimes et tout ça, où les barriques un peu expérimentales, on les voit, chaque fût est accessible. Donc tout peut être fait vraiment sur mesure. Et ça c'est vraiment une grande avancée dans la gestion. Alors ouais, là t'es sur une belle échelle à quelques mètres de Donc, haut sur cette photo-là, parce que ouais, les barriques sont, il y a 4 ou 5 niveaux là. ouais, Il 4 fait niveaux de chaud. barrique, et sinon, il faut y aller à l'échelle, ouais. Ouais, au Fenwick, mais là, en l'occurrence, c'est l'échelle, ouais. Tiens, Adrien posait une question. Pourquoi le choix de la bouteille de 50 centilitres? Ah, alors, c'est une bonne question. Le choix de la bouteille de 50, elle est d'abord pour proposer un prix final qui soit pas trop excessif. Alors, je sais que c'est déjà un prix, hein, mais se positionner dans le marché des whisky avec quand même quelque chose qui soit accessible. Et puis, voilà, il y avait moi je trouve qu'il y a un côté précieux dans le format 50 aussi. Et j'aimais bien ce format-là, ça permettait voilà, d'essayer des choses. Et puis, s'il y a vraiment une cuvée qui fonctionne super bien, qu'on arrive encore à essayer à travailler pour aussi optimiser les coûts, bah, on proposera peut-être une bouteille de 70. Mais vraiment, l'objectif, c'est d'en faire bénéficier le plus grand nombre et c'était de démarrer. Voilà, sans que les gens se disent ah bah voilà, c'est vraiment trop cher, donc je vais pas essayer. Alors, voilà, c'était aussi pour aller atteindre un public. Euh, voilà. Mais ça changera peut-être sur certaines cuvées. Ouais, les bouteilles de 1,5 litre ou 3 litres, là, un peu comme les petits arrangés de cèdre. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça va être joli. C'est vrai que l'étiquette, elle est sympa aussi. Il y a plein de choses à voir, il y a plein de choses à Il y a lire même très, pas derrière. mal. Donc voilà, ça peut être assez rigolo à faire. Je sais pas si Jeffrey, t'as des. Jeffrey, je sais pas si on va passer le film sur La Salle où on voit l'habitation La Salle. Elle est très... Je sais pas si ça marche sur. C'est une possibilité technique, des photos, et pour se rendre compte de l'environnement tropical. Mais voilà, sinon on a fait un petit tour. Je sais pas. On est à 50, pas loin d'une heure. Est-ce qu'il y a des Qu'est-ce qu'il questions? y avait? Ouais, je regarde les questions. Tac, tac, tac. Il y avait les points de vente, c'est bon. Ah, on demande, est-ce que la cuvée artiste, elle est encore en vente en Martinique? Est-ce qu'il reste des bouteilles en vente Ouais, chez alors, le caviste martiniquais? ouais, en Martinique, normalement, il y a toutes les cuvées. Autant en métropole, l'extra est sold out. En Martinique, on a la chance d'avoir encore toutes les cuvées. Avec des difficultés d'approvisionnement en ce moment, parce que évidemment, voilà. Mais oui, encore. Voilà, donc il y a eu plusieurs questions là-dessus. Tac, 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 tac. Ouais, Sam va nous faire les recettes de cocktails, vous les aurez bientôt. On compte Qu'est-ce sur qu'il y a toi. d'autre? Ah, ouais. Ah, Adrien insiste sur les finishes. Adrien, quand tu dis finish, tu parles des finitions avec des barriques de vin. Quand tu parles Cavalan, ils ont plus d'une dizaine de types de barriques différentes. Ouais, ils utilisent des différents de vins, enfin Porto, Madère, RRS et tout ça et tout ça. Bah, pour le moment, il n'y a pas de ce type de barrique. C'est vrai que là, c'est vraiment la notion de double élevage, double mature, quoi. Vraiment, il y a le vieillissement en ancien fût de Bourbon en Écosse,
et ensuite une palette de barriques. Il y a à peu près, je crois, il y a au moins une vingtaine de types de barriques différents, moi, ce que j'ai vu dans le chai, au moins dans tous les échantillons que j'ai, ouais. Donc déjà, en fait, ouais, c'est plus ça, c'est que tu peux jouer sur des palettes et des nuances. Après, aujourd'hui, ouais, faire du finish sur du fût de vin, ça t'apportera un côté oxydatif si tu utilises du RS ou un côté peut-être plus fruité. Mais je crois que c'est pas, ouais. Cavalan, c'est pas se perdre. Cavalan, c'est que voilà, ils ont des recettes avec 4, 6, 8 barriques, et des fois après ils ont ces finishes et ainsi de suite. Ça peut être sympa. Après, le problème de la barrique vinaire, c'est le voyage. Et ça, bon, Cyril Lawson qui nous regarde le sait très bien. Faire voyager une barrique, par exemple, je prends le cas de Bordeaux. J'ai une super barrique allez, on va prendre un petit clin d'œil, Margaux ou Sauternes. C'est très bien, sauf que il faut que la barrique, il faut déjà être sûr que la barrique ne soit pas souffrée. Donc, il faut une traçabilité parfaite. Nous, on travaille avec des tonneliers comme ça. Enfin, moi, dans mon métier, oui, je le fais, mais c'est assez compliqué. Il faut vraiment avoir une traçabilité parfaite sur la barrique, le vin, toutes les manipulations qui ont été faites dessus. Donc, pas de sulfite, pas de sulfitage. Et après aussi, la barrique, quand elle voyage, elle peut sécher. Si c'est une barrique vinaire, contrairement à une barrique de spiritueux, la barrique de spiritueux, elle est stérilisée par le spiritueux. La barrique vinaire, elle a des éléments vivants dedans, donc il peut y avoir des moisissures, des choses comme ça, donc des goûts déviants. Donc c'est assez compliqué, même des fois en Écosse, hein, les fûts arrivent scellés avec la bonde, et puis on va les garder, on va essayer de les faire voyager plutôt au frais. Idéalement, il faudrait les faire voyager en hiver pour qu'il y ait un effet réfrigérant, ou alors réfrigéré, mais ce serait pas très écolo. Et là, justement, on va les contrôler à l'arrivée. Et puis voilà, parce que même si le pire, ce serait une barrique de Sauternes, parce que là, il y a encore du sucre. Donc là, il pourrait y avoir des déviations fermentaires, des choses comme ça. Donc c'est très compliqué. Donc c'est vrai que là, le finish, soit tu ramènes le whisky d'Écosse, il est allé en Martinique, tu le remets sur le bateau, et puis il faudrait le faire vieillir ici pour faire un finish dans un fût d'un joli Bordeaux ou Bourgogne ou Banyuls ou des choses comme ça. Là, ça serait plus simple. C'est assez compliqué de faire voyager ces barriques en gardant la qualité. C'est aussi d'ailleurs pour ça qu'il y a une originalité sur ICANN, parce que sur chaque batch, il y a un passage dans des fûts de vieux rhum, de rhum millésimé martiniquais. Et C'est déjà une typicité, ça, hein, parce que c'est déjà une typicité, parce qu'on parle de finishing, mais je trouve que bon, déjà le concept de vieillissement tropical, additionné avec des super fûts de rhum qu'on peut ajouter dans les cuvées, servir de ça, je trouve que c'est déjà assez riche en termes de production, tu vois, d'aromatique. Et je pense que c'est cohérent par rapport au territoire où on s'inscrit. On est quand même sur une terre de rhum, donc parce qu'il y a déjà pas mal de choses à faire en travaillant sur les différents types de rhum. ouais, et puis pourquoi les finishes sont arrivés? C'est vrai que ça s'est développé notamment grâce à Bill Lansden chez Glenmorangie, David Stewart aussi chez Glenfiddich Balvenie, et puis ensuite évidemment nos amis de Murray McDavid et Bruichladdich qui étaient des Marc Régnier, hein, notamment, qu'on connaît maintenant aussi dans le Rhum avec son projet Renegade, qui était d'ailleurs à l'origine même une gamme de négoce de Rhum en fût de vin. Donc lui, voilà, ce qu'il faisait, c'est que c'était des passionnés de vin qui essayaient de regarder l'effet des barriques, ainsi de suite. Même si souvent, en fait, le finishing, comme on l'entend, ou le double matured avec les fûts de Bourbon, fûts de RS, en fait, la différence, c'est chêne américain, chêne européen. Donc un américain très peu tannique, très vanillé, simple à travailler et carbonisé. Donc voilà, euh, bien standard, même s'il existe des nuances hein, dans le fût de Bourbon. Et puis après, le fût de RS qui lui est donc une barrique qui a été toastée, une barrique vinaire, donc avec aussi un grain plus important. Bon, le RS normalement, où les barriques de RS n'a plus trop de tanin, donc c'est joué sur la porosité, la capacité d'oxydation de la barrique sur le whisky.
Donc voilà, ça n'a pas toujours été bien compris en fait, cette notion de finishing ou de double maturation, puisque on mettait en avant en fait le côté RS, alors qu'en fait il était secondaire. C'est la structure même de la barrique et l'essence de la barrique qui est la clé. Et là, elle est déjà le cas. Donc c'est vrai que je pense que la construction d'une gamme et d'une marque aussi, ça se fait dans le temps. Il y a eu le Blend 1, le Blend 2 qui avait un profil un peu différent. Le Blend 3 est en cours. Hein. La recette a été affinée et validée il n'y a pas très longtemps. Il y a eu ensuite l'Extra aussi, la cuvée Artiste, un single malt. Bon, après, c'est vrai que si on fait voilà, un brut de fût, ça peut être sympa d'avoir donc là un fût de Bourbon versus un fût américain versus un fût français. Déjà voilà. Après, tu peux pas avoir non plus 150 références. Moi, je m'en souviens quand on s'occupait de Louis Cladic, même en tant que distributeur, on avait du mal à suivre toutes les références. On n'avait pas les fiches des produits. Et à un moment, faut arriver à suivre une histoire et à raconter quelque chose. Donc, je pense que c'est pas à exclure. La barrique Vinaire, elle est extrêmement intéressante, mais comme dit, oui, si ça devait être fait, il faudrait que ça soit fait proche du pays. Il faudrait ramener le whisky près du vin après l'avoir fait passer. Ouais, on perdrait l'intérêt. Enfin, on perdrait. Non, non, ça donnerait quelque chose de différent. Celle-là, ça ferait vraiment un schéma en trois étapes. Ça serait une dimension peut-être pour des séries expérimentales. Ah, c'est sympa à explorer, ouais, c'est sûr. Bah, là, par contre, il faudrait que tout le monde dise alors on veut ça, on veut ça. Alors, on pourra faire des cuvées peut-être personnalisées si ça intéresse certaines personnes, vraiment des grands amateurs. Faut savoir que je suis ouvert à toutes les nouveautés. Je pense que ICANN, c'est vraiment s'il y avait des valeurs à promouvoir, c'est vraiment cet esprit d'ouverture et, euh, et puis un peu l'audace, l'innovation. Donc vraiment, il y a de la place pour des nouveautés. Si les gens veulent expérimenter des choses, vraiment, moi je suis très intéressé. C'est toujours super de regarder ce que ça fait, de goûter, parfois d'échouer, hein, mais voilà, c'est vraiment intéressant. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et maintenant qu'on Ouais, a si tu as des clients, si t'as des clients comme des cavistes, on l'a vu, ou des chaînes, je me souviens, nous on faisait ça, enfin à l'époque avec Nicolas, mais toi, il y a aussi des VNB qui ont fait des cuvées pour la chaîne ou pour même une boutique. On a pas mal de cavistes indépendants aussi qui font ça. Je pense que ouais, ça peut être sympa effectivement. Si certains ont envie de se lancer dans l'achat d'une barrique, il peut y avoir un single cask. C'est assez compliqué à gérer pour les petites marques, mais bon, si ça serait euh, de l'ordre de la cuvée, comme la cuvée artiste. Donc là, tout est vraiment fait à la mano, minutieusement. Après, ouais, déjà faire du single cask et puis après pouvoir proposer du finishing, ça serait une étape en plus, quoi. Mais pourquoi pas, voilà, il y aura bon, sky is the limit. ouais, bah, Finish Calvados. Alors Finish Calvados, attention, hein, parce que attention, je travaille aussi dans le Calvados, je suis normand. Finish Calvados, faut faire très attention parce que les barriques dans le Calvados, en fait, on est dans des milieux froids et humides. Et c'est très compliqué les barriques de Calvados à travailler. Et elles sont d'ailleurs assez rares. On pourrait mettre la main dessus. Ça, c'est pas compliqué. Je l'ai fait pour un super single malt euh, suisse avec les Calvados Drouin. On avait fait ça, un finishing avec Santis. Santis, pour ceux qui connaissent à Appenzell, peut-être le meilleur single malt suisse ou des Alpes. Et ouais, donc ouais, Calvados, c'est possible, mais c'est pas évident parce que ça peut dominer. On l'avait vu aussi dans la série des JM, les trois finishes, Armagnac, Cognac et Calvados. C'est vrai que le Calvados, même s'il reste que quelques gouttes dans la barrique, ça peut vraiment dominer, hein, le Calvados. L'acétate d'éthyle, côté pomme, vernis, ainsi de suite, c'est très puissant. Si c'est bien gourmand, c'est jouable. Ouais. Ah, encore des questions sur la cuvée artiste. Il y en a qui veulent vraiment collectionner. Alors, qui a la bouteille 001 artiste? Parce qu'il y avait même des bouteilles aussi peintes par l'artiste, Alors, hein, en plus de la 001, barrique. je Il l'ai y a eu offerte par des, Ricardo. Donc, c'est l'artiste qui peut la revendre, mais c'est à lui. Je sais pas si.
Si Ricardo donnera sa bouteille ou la vendra, je pense pas. Il y avait deux questions aussi, pour ceux qui, allez, on peut peut-être finir là-dessus. Il y avait deux questions. Il y avait sur la notion de douillage. Une très bonne question. Donc oui, qu'est-ce que c'est l'ouillage d'une barrique? En fait, c'est vrai qu'avec l'évaporation, donc 10% par an, bah, le niveau dans la barrique, si on démarre à 200 litres, on va finir à 180 au bout d'une année, et de 180, on va finir à 162 en année 2. Donc il y a déjà 40 litres, un quart de la barrique quasiment, qui va partir en 2 ans, en 3 ans. Donc ça, l'ouillage, en fait, c'est le principe justement de remettre à niveau le whisky dans la barrique, pour plusieurs raisons en fait. C'est vrai que plus une barrique se vide, plus elle va se vider rapidement, jusqu'à un certain seuil, c'est-à-dire on va être sûr d'avoir 10% par an parce que il va y avoir de plus en plus d'air dans la barrique. Hein. Si je prends une barrique comme ça et qu'on enlève 10, l'air, c'est de l'air qui remplace le whisky, donc ça fait des échanges gazeux avec l'extérieur, c'est sympa. Mais à un moment, oui, l'air lui-même va extraire. Hein. Plus la surface est importante, plus l'extraction en alcool va se continuer. Donc c'est vrai que là, on pourrait aller trop vite, trop fort dans l'extraction. Et il y a un autre souci aussi avec ce principe-là, qui est ce qu'on fait en Écosse. En Écosse, on laisse simplement la barrique et on n'y touche pas en général. On la laisse se vider naturellement, mais bon, vu que c'est quelques pourcents, à part certaines barriques, il y a toujours des exceptions. Mais donc le louillage, ça permet de remonter parce que si aussi si on laisse plusieurs années une barrique se vidanger comme ça, en fait le reste de la barrique lui est sec. Et ça on n'aime pas trop le côté sec. Le bois sec, ça peut donner un côté gingembre, sympa dans une certaine mesure, mais c'est trop marqué. C'est vraiment du gingembre confit, on sent plus que ça, un peu côté vert épicé. Notamment, c'est pour ça qu'on met jamais une barrique pleine jusqu'à la bonde, parce que la bonde, c'est la partie la plus fragile mécaniquement, physiquement, et surtout, elle est sèche. Donc là, on a des extractions qui sont vraiment caricaturales. Donc, ouais, les barriques dans les chais, en fait, effectivement, il y a un système de transvasement qui se fait, il y a des lots de barriques, et ça peut passer d'un type de barrique à l'autre en cours de vieillissement. C'est-à-dire que on va, au bout d'un an sur place, ça peut avoir connu 3-4 barriques. Ça peut aller jusque-là. Et donc, oui, effectivement, on cherche à avoir des barriques qui restent quand même à un niveau conséquent. Alors, on pourrait faire le test sur une ou deux barriques pour comme faisait Amrout, là, ils avaient fait Greedy Angel. On peut avoir des whiskies de 6, voire 10 ans d'âge en tropicalisé, mais là, on perd plus de 80%. Faut pas non plus que ça devienne du jus de bois, faut que ça reste quand même aussi un vrai whisky, faut que ça reste élégant, ainsi de suite. Donc ouais, c'est un vrai challenge. Louillage, c'est clair. Et il y avait une autre question, c'était pourquoi pas faire voyager les barriques comme les rames transat, tu sais, sur les voiliers. Bonne question. Bonne question. Parce qu'à l'heure actuelle, en fait, Oui, c'est quand même sur bateau, hein, c'est toujours sur bateau, on oui, n'envoie pas les alors whisky par ça avion. voyage en bateau, mais effectivement, là, pour le moment, on ne fait pas de voyage de vieillissement dynamique sur le bateau. C'est-à-dire que ça voyage pas en fût sur le bateau. Mais c'est un projet là qu'on a. Donc voilà, quand ce sera fait, on pourra l'annoncer. Mais évidemment, il y a les frères de la côte qui font des choses là super sympas, qui ramènent du rhum de la République dominicaine et d'autres régions, d'ailleurs de Martinique aussi, j'ai vu là récemment. Etc. Donc ça, c'est un super principe. On avait discuté d'ailleurs, j'ai discuté avec eux il y a pas très longtemps. J'aime beaucoup ce projet-là parce que aussi c'est un peu l'aventure, c'est un voilier, donc il y a vraiment cette dimension humaine derrière qui est très très sympa. Et puis voilà, dès qu'on aura des opportunités, parce que voilà, c'est quand même assez limité comme accès. Il y a très peu de bateaux qui font ça aujourd'hui. Ils ont une capacité qui est relativement faible. Les départs. Ah, on a perdu Benoît. Ouais, le vieillissement sur les bateaux, enfin le vieillissement, le transport, effectivement, ça crée une dynamique. Ça nécessite beaucoup de précautions, en fait, parce que c'est vrai que il y a la magie de le faire voyager. Alors, ce serait encore plus sympa s'il y avait quelques barriques de rhum dans la cale, du café, du cacao. Moi, j'ai mes bouteilles de bielle signées par le capitaine et le maître de chai que j'ai acheté évidemment au salon de l'agriculture. Il y a des trucs magnifiques à faire. Par contre, c'est assez compliqué parce que
C'est vrai que dans ICANN, il y a des barriques françaises, donc il y a des tanins. Et ça demande pas mal de finesse. Donc faut faire assez attention et surtout la barrique elle-même. Le whisky lui-même est assez fragile, donc c'est pour ça faire voyager, brinque-baller, ça va faire des extractions qui peuvent être un peu caricaturales. Et aussi l'autre souci, c'est qu'il faut choisir la barrique dans laquelle le whisky va repartir vers le continent. Parce que cette barrique-là aussi, il faut pas qu'elle ait de tanin. Parce que sinon, en fait, on va avoir des problèmes et là, le whisky pourrait être cassé. C'est vrai que les frères de la côte l'ont connu, ça. Hein. C'est vrai que certaines barriques sont arrivées et il a fallu les entreposer plusieurs mois, voire des fois, il faut plus d'un an derrière pour digérer cette extraction, ces tanins, pour réoxygéner, ainsi de suite, et bien homogénéiser. Parce que c'est vrai que les tanins, ça peut être amer, ça peut être piquant, ça peut être asséchant. C'est un élément qu'il faut travailler, décomposer, oxyder pour en faire quelque chose de noble, donc quelque chose de texturant, de goûtu, d'aromatique. Mais si on fait juste un voyage en bateau et derrière, derrière il nous faut un chef pour réaliser ce dernier affinage, suivre la barrique. De toute façon, ICANN, c'est comme je disais, hein, sky is the limit. Donc là, on le voit avec le drone. Viens ici, j'ai un Velux. Donc voilà, c'est un vrai challenge technique. Faudrait discuter avec eux justement sur les types de barriques. Moi, il y a des cuvées justement où j'ai retrouvé un peu ce goût boisé, ainsi de suite. Alors on peut aimer ça, hein, on retrouve ça des fois un peu dans certains Bordeaux, ainsi de suite. Ça peut plaire. C'est pas dans la philosophie actuelle. Peut-être que là, oui, effectivement, dans la cuvée artiste, on avait le côté un peu plus boisé, plus épicé, mais voilà, mais pas le piquant, ainsi de suite. C'est-à-dire que derrière, il faut remettre les arômes, les tanins, l'alcool, ainsi de suite, juste d'équerre, et ça peut prendre du temps. Donc voilà. Je vois Jerry aussi qui a fini son live sur la confrérie, là, qui nous rejoint. Salut Jerry. Tu demandes des idées de cocktails avec ICANN. La réponse a déjà été donnée, donc tu vas pouvoir revisionner. Et sinon, il y a Sam aussi en Martinique qui nous donnera des idées justement pour des longs drinks, des short drinks, des variations de Negroni, de Manhattan, de Old Fashion évidemment, des long drinks, un petit punch, un petit whisky quoi. Il revient pas? C'est bon? Paris, ça marche plus. Bon c'est moi qui vais conclure alors. Bon Benoît, merci beaucoup avec ton joli drone. Merci. Et puis voilà, merci pour toutes les questions, c'était sympa, merci à vous d'être venus. J'espère qu'il y aura la vidéo sera postée avec un petit condensé. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, on essaiera d'y répondre. Vous les postez en dessous de la vidéo et puis on essaiera d'y répondre. Et puis si vous vous manifestez assez nombreux, on essaiera d'en faire une autre. En parlant d'autres sujets autour d'ICANN. Vous l'avez vu, pour ceux qui étaient venus au Bordeaux Rome Festival, j'avais fait une masterclass là-dessus. Voilà. Le drone. Back to the game. Il est back. ICANN is back. Yes, ICANN. Back. Je suis en train de faire une conclusion sans toi. Ouais, mais très bien, parce qu'il fallait, de toute façon, il fallait conclure. Ça fait déjà trop longtemps et je pense que tout le monde est parti se coucher. Donc voilà, c'était super. Merci beaucoup Alexandre d'avoir pu expliquer. J'espère que c'était pas trop technique pour certains, mais en tout cas, je pense qui peut le plus peut le moins. Donc voilà, vous reverrez cette vidéo en ralenti d'Alexandre et puis comme ça vous reprendrez les termes et ça et vous pourrez en apprendre pas mal. Et puis sinon, évidemment, moi je suis toujours ravi pour répondre aux questions. Il y a mon portable sur la page Facebook, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez votre propre projet, etc. Ça, c'est vraiment, je me plie volontiers à l'exercice. Et puis sinon, je vous dis à bientôt. On a les nouvelles cuvées qui sortent en fin d'année. On espère que ça vous plaira beaucoup. Donc un single malt, comme on a dit, franco-français, celui-ci. Ah, voilà.
Bah, ah bah tu me fais une transition parce que alors pour ceux qui le veulent ce soir, je fais une autre truc. Il y a une autre vidéo, je fais une autre vidéo, mais alors, là c'est avec on fait ça, je sais plus si c'est sur LinkedIn ou ainsi de suite. Enfin, je vais le poster après sur mon profil. On va avoir une discussion sur le whisky et le whisky français. Ouais, aujourd'hui, j'en fais deux. Vous avez ICANN, la tropicalisation, voilà l'effet de vieillissement. Et puis ce soir, on va parler un peu des enjeux autour du whisky français pour ceux que ça intéresse. Donc ça tombe bien. Assez dit. Il y aura une cuvée pour fin d'année, un single malt français tropicalisé. Voilà. Bon, bah, ça marche. Bah, merci beaucoup. Merci Jeffrey pour la technique. Ouais, Super. Et puis, à il bientôt. doit avoir faim en Martinique, c'est l'heure. Ouais. Ciao. À bientôt. À bientôt.